Avertissement. Dans cet épisode, on parle d'identité de genre et de grossophobie. On fait aussi référence à une crise d'anxiété, à des troubles alimentaires et à une tentative de suicide. Pour recevoir de l'aide ou de l'écoute, on vous invite à consulter les ressources dans la description de l'épisode. Je m'appelle Catherine et voici Plein notre casque, un balado d'Action Autonomie. Aujourd'hui, on rencontre Alex, qui nous parle entre autres d'une situation dans laquelle un médecin a brisé le secret professionnel et la confidentialité. On a aussi brimé le droit d'Alex de recevoir des services de qualité et personnalisés lorsqu'on lui a refusé de prendre en considération son identité de genre. Dans la deuxième partie, on rencontre Milena du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, avec qui on parle des réalités vécues par les jeunes de la communauté LGBTQIA+, dans le système de santé mentale. Bonne écoute! Mon nom, c'est Alex, j'ai 26 ans, puis dans le fond, mon parcours en santé mentale a commencé très jeune, donc vers l'âge de 14 ans. Moi, ça s'est passé très bien, personnellement, en pédopsychiatrie. Là. J'ai pas eu de soucis ou quoi que ce soit. Là. J'avais un très bon psychiatre à l'époque. Mes soucis, entre guillemets, ont commencé quand j'ai fait le switch de la pédopsychiatrie à la psychiatrie adulte. OK. Dans le fond, j'ai comme pas trop eu de chance. Puis le médecin, ma médecin traitante plutôt, est partie en congé maladie. Puis c'est là que, dans le fond, j'ai été transférée à un médecin qui n'était pas mon médecin traitant, mais qui prenait ses patients à elle. Puis j'ai eu une expérience assez, moins le fun, je dirais. Mm-hmm. Je crois que le problème avec la psychiatrie adulte, en fait, c'est qu'il y a tellement de patients qu'ils sont comme débordés, les psychiatres. Puis il y a des fois, il y a du monde qui sont un peu plus laissés à eux-mêmes, j'ai l'impression. OK. C'est ça. C'est comme, mettons, en pédopsychiatrie, pour donner un exemple, c'était une fois par mois mes rendez-vous, alors qu'en psychiatrie adulte, c'était aux 3 mois. Fait que, puis des La fois situation même, peut évoluer pas mal dans 3 mois. Là, tout à fait. Fait que, puis même des fois, justement, comme c'était pas mon médecin traitant était pas là, j'ai été des fois laissée à moi-même pendant un bon 5-6 mois. Là, il fallait que si ça allait pas, c'était aux urgences que j'allais. OK. Sauf que ça peut être spécial, là. Surtout quand il y a des changements de médication ou autre, là, si tu as besoin d'un suivi. Là. Est-ce que tu veux nous parler de la relation que tu avais avec ce psychiatre-là? Parce que tu disais que ça a commencé à être moins le fun à partir de ce moment-là. Oui, tout à fait. Dans le fond, ça a commencé. La première fois que je l'avais vu, dans le fond, j'étais mineure. J'avais 16 ans. Puis, dans le fond, il m'a diagnostiqué un trouble de personnalité limite, chose qu'il n'avait absolument pas le droit de faire parce que, premièrement, c'était pas mon psychiatre traitant. Et en plus, j'étais mineure. Donc, il était pas dans ses droits. Mais il est allé dire ça à ma mère. Et ma mère a carrément, pardon, l'anglicisme est freaké. Elle est allée s'informer sur... c'est pas de mauvaise chose en tant que telle, là, mais elle est allée s'informer tout ça. Puis là, disons que ça a créé une sorte de pression sur moi. Dans le fond, à l'époque, c'était ma première tentative de suicide. Puis c'est que j'étais en relation, puis lui, il a associé ça, le fait de les émotions intenses avec la tentative de suicide, etc. Il a associé ça à un trouble de personnalité limite, dans le fond. Puis, mais c'est comme, il m'a pas donné tant d'informations. La chose qu'il a dit, c'est comme, je pense que c'est un trouble de personnalité limite, puis tout ça, puis, tu sais, blablabla. Mais c'est parce que tu peux pas aller dire ça à un enfant, dans le fond, parce que j'étais encore techniquement pas un enfant. 16 ans, mais j'étais mineure. Mm-hmm. Puis à dire ça à sa mère, puis qu'en plus, ma mère était super inquiète parce que c'était super intense, dans le fond. Qu'est-ce que je vivais à cette époque-là? C'était vraiment, dans le fond, un des pires moments de ma vie, c'était durant l'adolescence. Fait que, tu sais, ça a pas comme aidé, même s'il y avait raison, dans le fond, parce que oui, à 18 ans, j'ai été diagnostiquée avec un trouble de personnalité limite. Je trouve pas que c'était correct de mettre ce titre-là sur mon front aussi jeune. Ça aurait très bien pu être tout simplement, mettons, une crise d'adolescence plus forte que la normale, on va dire. Puis surtout sans t'expliquer pourquoi quoi, il en était venu à cette conclusion-là. Puis j'aimerais revenir à ce que tu disais par rapport... il en a parlé à ta mère. Est-ce qu'il y a eu ton autorisation pour faire ça? Absolument pas. OK. C'était quand même un bris de droit important parce qu'à partir de 14 ans, on a le droit à la confidentialité. On va faire une petite pause ici parce qu'on parle d'un droit qui est vraiment important. Au Québec, c'est à partir de 14 ans qu'on a le droit à la confidentialité et au secret professionnel.
Même si à 14 ans, on n'est pas encore majeur, les professionnels de la santé et les personnes intervenantes ne devraient pas informer nos parents qu'on a reçu tel ou tel service, ni leur communiquer nos informations personnelles, sauf si on leur a donné l'autorisation de le faire. Aussi, c'est important de savoir que selon la loi, nos parents n'ont pas accès à notre dossier médical sans notre accord si on a 14 ans et plus. C'est aussi à partir de 14 ans qu'on a le droit de consentir seul à des soins. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'autorisation de nos parents pour avoir accès, par exemple, à des médicaments, à la pilule contraceptive, à un avortement ou à une psychothérapie. On peut aussi refuser des soins, même si nos parents voudraient qu'on les reçoive. Il existe certaines exceptions dans la loi. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous propose d'aller consulter les ressources dans la description de l'épisode. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ta mère? Non, dans le fond, ma mère était avec moi à l'hôpital, puis il a pas demandé mon opinion. C'est juste que ma mère était tellement inquiète qu'elle est allée lui demander, elle est rentrée dans le bureau. Elle avait, pas avec moi au début, mais au début, j'étais toute seule. Puis dans le fond, il a décidé de parler à ma mère sans me demander mon opinion ou quoi que ce soit. Puis c'est là que, dans le fond, il a annoncé ça, sauf que, c'est ça, comment je peux dire ça? Ça a eu un gros impact sur ma vie parce que, comment je peux dire ça? Ça a été comme une espèce de déboulement de plein d'affaires, tu sais, dans le sens que ma mère est vraiment sensible, fait que ça a vraiment créé comme une espèce de... Pas c'est la fin du monde chez elle, mais tu sais, elle était vraiment comme... je sais, j'ai pas le terme, là, mais comme... Ça l'a vraiment peiné. Dévastée. Ouais, là, dévastée, exactement, Okay. tu sais. Puis, tu sais, même s'il y avait raison, je trouve pas que c'est correct, tu sais, parce que je me dis, hey, ça n'a pas de sens, tu sais, de donner un diagnostic aussi jeune, tu sais. Oui, puis aussi rapidement aussi. Aussi rapidement, puis tout à fait. Sans t'expliquer ce que ça implique. Puis en plus de faire un bris de confidentialité, c'est quand même... C'est une erreur professionnelle grave, là, ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il t'a proposé comme traitement par rapport à ça? Comme c'était pas mon médecin traitant, il pouvait pas me proposer aucun traitement, il pouvait pas changer ma médication, ni me proposer une thérapie ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, dans le fond, c'était juste lancer une bombe avec aucune aide, là, t'sais. Puis là, c'est là que je l'ai rencontré, dans le fond. Je l'ai revu à l'âge de 18 ans. C'est à lui que j'ai eu affaire, dans le fond, à l'âge de 18 ans, quand mon médecin traitant de l'époque a pris comme un congé maladie. Puis j'étais pas trop contente parce que la première rencontre que j'avais eue avec lui, dans le fond, était pas très plaisante. Okay. Donc, c'est ça. Puis là, c'est là que... C'est un méchant hasard quand même, là, que Effectivement. tu sois tombé sur le même psychiatre qui t'avait pas tant aidé la première fois. Ouais, j'ai pas eu de chance là-dessus. Non, vraiment pas. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, une des premières rencontres En fait, à chaque fois que j'avais une rencontre avec lui, je rentrais chez nous, puis j'étais toute bouleversée. Puis je me sentais toujours comme pas bien. Je faisais tout le temps une crise comme d'anxiété après l'avoir vu. Parce que c'était assez spécial le comportement qu'il y a, comme je sais pas nécessairement le comportement qu'il y avait ou le fait qu'il était froid et distant, tu sais, mais c'était comme c'est peut-être un peu étrange, mais qu'est-ce qu'il dégageait, j'aimais pas ça, genre Okay. ça me mettait mal à l'aise. Puis dans le fond, une des choses qui m'a le plus, comme dans le fond, comment dire, pas choquée, mais qui m'a le plus blessée dans les rencontres que j'ai eues avec lui, c'est quand, dans le fond, j'ai voulu parler de mon identité de genre, puis qu'il me dit que, dans le fond, dans le fond, il m'a comme un peu invalidée là-dedans, à cause, justement, de mon trouble de personnalité, puis en me disant que, tu sais... je me souviens plus trop comment il avait lancé ça, mais c'était un peu... Dans le fond, un des traits de trouble de personnalité, dans le fond, c'est que on est toujours en questionnement sur notre identité ou sur notre personnalité, qui on est, qu'est-ce qu'on aime, tout ça, puis etc. Fait que ça fait ça peut être ça peut mener à des changements de style drastiques, des changements de couleur de cheveux, d'aller dans des couleurs extravagantes, plein d'affaires, tu sais. Mais là, c'était vraiment, pour moi, c'était sérieux, c'était quelque chose, j'arrivais avec ce questionnement, C'est correct. ce questionnement-là, tu sais, puis dans le fond, tu sais, en tout cas, chez moi, personnellement, tu sais, mon identité de genre, ça faisait longtemps que je le questionnais, c'était pas quelque chose de nouveau, c'était pas sur un coup de tête, au contraire, c'était très réfléchi, tu sais. Puis c'est quelque chose, dans le fond, que je me suis rendu compte, j'étais quand même assez jeune, tu sais, puis, mais c'est quand j'ai appris le terme non-binaire, c'est là que je me suis dit, hey, ça me ressemble pas mal, ça. Je me reconnaissais beaucoup là-dedans, tu sais. Puis c'est là, quand je suis arrivée avec ça, j'avais l'impression, tu sais, dans le fond, qu'il me prenait un peu comme pour un clown.
comment je pourrais dire ça? C'est comme, il y a aussi le fait qu'il y avait comme, tu sais, c'était un médecin quand même assez âgé. Fait que, je pense qu'il avait peut-être pas nécessairement conscience de ce que c'était, ou du moins, il en avait peut-être entendu parler, mais que pas qu'il y croyait pas, mais que, tu sais. Il n'y avait pas peut-être les connaissances, il n'était pas à l'aise avec ça. Exactement, tu sais, OK. mais au pire, dans le pire des cas, il aurait pu faire comme une recherche sur Internet, dans le pire des cas, tu sais, Ouais. informe-toi ou quelque chose, Ouais. puis essayer de, tu sais, de peut-être, je sais pas si ça aurait été, si j'aurais été à sa place, c'est ça que j'aurais essayé de faire, tu sais, ou genre, tu sais, de trouver peut-être des ressources pour justement que son patient se sente bien, puis avoir des informations là, tu sais, comme le référer à un organisme ou quelque chose, tu sais. Tout à fait. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que ça aurait été la moindre des choses, mais tu sais, ou même si, même juste de venir avec, tu sais, me semble que c'est un psychiatre, c'est supposé être ouvert d'esprit, là, mais bon. Ça serait le fun, là, mais non. c'est pas toujours le cas. Non, en effet, là, fait que c'était un peu plate à cause de ça, là, mais je me suis beaucoup sentie invalidée par ce médecin-là, puis dans le fond, une des pires conséquences que ça a eu, dans le fond, c'est que ça m'a pris des années avant de pouvoir être à l'aise avec mon identité de genre, puis ça m'a apporté beaucoup, dans le fond, de tristesse, puis dans le fond, de mal-être avec moi-même, parce que j'avais l'impression que si, admettons, je parlais de ça avec, dans le fond, avec d'autres personnes, que justement, j'avais le même type de réaction un peu invalidante, un peu du genre, j'ai vraiment eu l'impression d'être sortie d'une autre planète là, avec la manière qu'elle réagit. Là. Okay. Ça avait l'air vraiment comme j'étais un extraterrestre, justement. Okay. Là, que... C'était quoi ces comportements qui t'ont fait sentir comme ça? Je sais qu'ils sont obligés de nous vous voyer en psychiatrie puis qu'ils sont obligés d'utiliser notre nom. Mais tu sais, comme quand j'ai suggéré le fait de me faire appeler Alex, genre, c'était genre, non, on peut pas faire ça. Puis il forçait le truc de Madame Denis, mais écoute, tu sais, Madame Denis, c'est pas le fun, là. C'est se faire appeler Madame, là. Il s'est aucunement adapté à ce que tu lui avais dit, là. Au pire, je voulais pas me faire appeler monsieur non plus, là, mais je sais pas, d'essayer de trouver un terrain d'entente avec ton patient. Il me semble que c'est la moindre des choses. Surtout quand c'est quelque chose... Je sais qu'il était pas informé, tout ça, puis qu'il avait peut-être pas conscience de la douleur ou de de qu'est-ce qui amenait, là, dans le fond, mais c'était vraiment... À chaque fois qu'on m'appelle madame, c'est vraiment comme... c'est un pincement au cœur, là. C'est pas le fun, c'est déplaisant. C'est pas la fin du monde, je le sais. Mais, tu sais, quand t'es supposé travailler avec quelqu'un puis avoir sa confiance, ben c'est pas le fun, tu sais. Effectivement, ouais. Puis, tu sais, ça aurait été tout simple. Il aurait pu tout simplement te demander comment tu veux que je t'appelle. C'est quoi le ou les pronoms que tu veux que j'utilise. Tu sais, c'est quand on n'est pas au courant, qu'on sait pas trop, on peut tout simplement admettre qu'on le sait pas, puis demander tout simplement à la personne qu'est-ce qu'elle veut. Dans le fond, pour lui, c'était juste comme un symptôme ou, dans le fond, quelque chose de, tu sais, une phase ou quelque chose. En fait, c'est le même qui l'a appelé une phase. Peut-être que aussi j'étais arrivée un peu maladroitement avec ça, mais outre, tu sais, parce que j'étais quand même assez jeune. Puis, tu sais, je me suis toujours dit, tu sais, que même si ça aurait été juste une passe, c'est pas grave, ça change rien dans sa vie, ça change rien dans la mienne. Que si ça aurait été juste une passe, ben, je la vis, puis tant mieux. Tu sais, c'est d'attitude, dans le fond, tu sais. Adresse-le quand même, puis crois-moi quand même. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, même si, admettons, il y a d'autres personnes, tu sais, que justement, ça serait une passe, c'est pas grave, là. Au moins, pendant le moment pendant ce moment-là, au moins que si la personne est respectée dans ses pronoms, puis dans le fond, dans la manière qu'elle veut se faire appeler, je trouve que c'est super important. Puis par la suite, est-ce que ce psychiatre-là a persisté à t'appeler madame, puis tout ça, puis à pas utiliser les bons pronoms? En effet, dans le fond, il a continué à m'appeler madame, puis il a continué à pas utiliser mes pronoms, qu'est-ce que je préfère, dans le fond. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est comme comme j'étais jeune, puis j'étais comme... J'avais de la difficulté à... Tu peux dire en anglais, OK, stand up for myself. C'est comme j'avais de la difficulté à, justement... À t'affirmer. À m'affirmer, tout à fait. Fait que j'ai juste laissé ça mort, puis j'ai grinçais des dents, là, tu sais, quand il m'appelait madame, là. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui te déplaisaient dans les rencontres avec ce psychiatre-là? Il y a une autre affaire que j'ai vraiment pas aimée qu'il a faite, c'est que, dans le fond, on parlait tout ça, puis c'était une rencontre avec ma mère, dans le fond. Ma mère était venue parce qu'elle voyait qu'à chaque fois que je sortais du bureau, ça allait vraiment pas, puis là, elle se demandait qu'est-ce qui se passait, tu sais. Puis elle est venue avec moi cette fois-là. Puis, dans le fond, il a fait une référence à « Votre fille va être guérie dans 6 mois ». J'en revenais pas quand il a dit ça, parce qu'un trouble de personnalité, ça ne se guérit pas en 6 mois.
ça peut effectivement être un jour, ça peut aller beaucoup mieux, puis ne plus avoir de traits ou avoir très peu de traits, donc plus avoir le diagnostic, mais ça prend des années et de la thérapie. Bref. Mais outre ça, il a dit que dans 6 mois, j'allais être guérie, puis que j'étais quelqu'un de très intelligent et que je savais m'exprimer, etc., puis qu'il n'y avait pas de problème, que j'allais m'en sortir. Pas que j'allais m'en sortir, mais que comme... C'est pas même qu'il l'a dit, là, c'est trop positif. C'était pas ça, c'était comme... C'était encore pire. Non, c'est ça, mais le problème, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il avait dit, c'est qu'il avait fait une référence avec le rapport avec l'intelligence. Mais c'est quoi le rapport avec l'intelligence et la santé mentale? Tu peux être quelqu'un de très brillant puis avoir des problèmes de santé mentale. J'en revenais pas qu'il avait dit ça là, en plein. J'étais pas la seule témoin. Là. Ma mère était là, puis ma mère avait carrément, elle était choquée, là, elle était vraiment fâchée à ce moment-là. Puis il disait que ma mère, dans le fond, comment dire, pas m'abrutissait, mais me prenait pour comme un handicapé. Puis que, ouais, c'était spécial. Okay. Il était... Puis, voyons, votre fille n'est pas une handicapée. Puis là, ma mère était comme, mais jamais de la vie, j'ai pris ma fille pour une handicapée ou quelqu'un qui est pas capable de... Mais non, au contraire, je sais que ma fille est très intelligente, monsieur, mais elle a des problèmes, puis elle a besoin d'aide. Mais celle-là, là, comparée à l'intelligence et la santé mentale, je l'ai vraiment pas trouvé drôle parce que je me suis dit, s'il y a dit ça à d'autres personnes qui sont encore plus sensibles que moi, ça les a peut-être vraiment rendus, tu sais, fait sentir comme vraiment mal. Ben ouais, puis c'est comme si ça insinuait que si tu trouves pas les moyens d'aller mieux, si tu trouves pas les outils, ben ça veut dire que t'es comme pas une personne assez intelligente. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport, mais ça n'a pas de bon sens de dire ça. Et pour vrai, je pouvais pas en revenir que fait ce lien-là entre les deux. Est-ce que tu as eu un suivi longtemps avec ce psychiatre-là? Oui, quand même, je dirais. Ben, pas sur des années, sur plusieurs mois, voire 1 an, parce que dans le fond, ma médecin traitante, elle a pris vraiment un long moment un grand congé de maladie, donc ouais. Mais outre lui, parce qu'on a fini par porter plainte au Collège des médecins, Okay. je sais pas si c'est parce que nous, on a porté, mais on nous avait dit, dans le fond, ma mère, quand elle a appelé, c'est pas moi qui ai fait les démarches, j'aurais jamais été... capable là, de faire ces démarches-là, là, parce que je suis plus du genre à comme rester dans mon coin puis endurer, là, malheureusement. Mais c'est ça, ma mère a fait une plainte au Collège des médecins pour ce médecin-là. Puis dans le fond, c'était pas la première fois qu'il y avait une plainte. Puis dans le fond, quand on a rappelé pour avoir un rendez-vous ou quelque chose comme ça, ils nous ont dit qu'il prenait sa retraite. Sa retraite, dans le fond, anticipée. Ah, drôle de timing. Ouais, non, c'est ça, mais c'était pas la première fois qu'il y avait eu des plaintes. Fait que je me suis dit, à un moment donné, peut-être tant que tu reçois tant de plaintes à propos d'un médecin, peut-être qu'à un moment donné, ils se sont dit, ouh. En plus, on avait essayé d'avoir accès à mon dossier, puis j'ai pas eu accès à mon dossier complet. OK. On avait juste eu les rendez-vous, dans le fond, la partie de l'urgence, la partie du dossier de l'urgence, dans le fond, mais on n'a pas eu le reste du dossier. Fait que les rencontres individuelles, fait que il y avait de ça aussi qui était comme un peu problématique, là. À qui vous vous êtes adressé pour l'accès au dossier? L'accès au dossier, dans le fond, on m'avait dit d'aller aux archives puis de faire une demande, de remplir un formulaire, puis j'allais le recevoir. Je sais pas si c'était par la poste ou il fallait que j'aille le chercher, un des deux. OK. Puis c'est ça. Puis j'avais juste eu accès, dans le fond, au dossier de l'urgence. Est-ce qu'on t'a expliqué pourquoi tu n'avais pas accès à ton dossier au complet? Non, pas du tout. Fait que je sais pas. J'avoue que j'ai pas poussé plus loin que ça, là. Peut-être que si j'avais poussé, on me l'aurait expliqué, là. Mais je trouvais ça un peu étrange que j'aille pas accès à mon dossier. Mais peut-être qu'il y a des affaires qu'on n'a pas nécessairement accès en tant que patient, je sais pas, là. Mais je trouvais ça un peu étrange que j'aille pas les notes justement de ce médecin-là. Mais ça arrive des fois que dans notre dossier, il y a comme des parties qui soient comme rayées, là, où il y a des choses qu'on peut pas voir. Mettons, s'il y a de l'information qui provient de tierces personnes. Je ne sais pas si, mettons, ta mère avait appelé pour donner une information, puis que toi, tu demandes l'accès à ton dossier, ça se peut que... Ben en fait, pas juste ça se peut, là, tout ce que tes proches ont dit, ben tu vas pas le voir, parce qu'ils ont le droit aussi, eux, à la confidentialité. Mais de là à pas te donner accès à des parties au complet de ton dossier, il faut que ça vienne avec une justification, là, tu sais. Des fois, les médecins vont dire « ça pourrait porter préjudice à la personne de lire qu'est-ce qui est écrit dans son dossier. » Mais on doit t'informer pourquoi, puis quand est-ce que tu pourrais y avoir accès, tu sais. Puis il y a aussi, la seule chose, c'est que, dans le fond, je lui avais parlé que j'aimais pas,
que ma médication m'avait fait beaucoup engraisser, puis que ça me mettait mal à l'aise. Ben, pas mal à l'aise, mais que j'avais moins confiance en moi à cause de ça, tu sais, parce que j'avais pris quand même pas mal de poids. Puis il m'a proposé, mais j'avoue que c'est moi qui l'ai demandé, mais il m'a quand même donné comment dire, un médicament sans me dire le prix. Sans me dire que c'était un truc qui n'était pas couvert par le gouvernement. Puis, dans le fond, ça m'a coûté... ben, pas ça m'a coûté parce que j'ai pas pu le payer, parce que, genre, 90$ par mois, je peux pas me permettre pour un médicament. Là. En tout cas, je me souviens que le pharmacien était fâché qu'il me l'ait pas dit, parce que lui, dans le fond, ça a comme dérangé ma prescription. Là. Ouais. Ouais, puis c'est comme tout le monde perd son temps. Là. Quand il manque une information, après, tu sais, c'est comme, bon, ben finalement, je peux pas me payer ce médicament-là. Fait que là, faut que je reprenne rendez-vous avec mon médecin, avec mon psychiatre pour comme en rediscuter, tu sais, alors que à la base, quand il te propose un médicament, il devrait te donner toute l'information pour que tu fasses le meilleur choix possible, tu sais. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de, tu sais, En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné, dans le fond, parce que, tu sais, j'avais vu quelques psychiatres à cet hôpital-là, puis j'avais l'impression qu'ils étaient tellement débordés. Quand tu as eu accès, du moins en partie, à ton dossier, est-ce que tu trouvais que ce qui était écrit, ça correspondait à la réalité? Tu sais, comment tu t'es sentie en lisant ce qui était dans ton dossier? Ben oui, ça faisait, dans le fond, ça faisait référence, oui, à la réalité. La seule chose qui, dans le fond, qui m'a déplu, ou du moins qui m'a blessée, c'est que ce médecin-là, le même médecin que je parlais tout à l'heure, a fait une référence à mon poids et à mon apparence, dans le fond. Et dans les notes, c'était le seul médecin, parce que j'en avais vu plusieurs, des psychiatres, dans le fond, à l'urgence, et c'était le seul psychiatre qui faisait référence à mon poids, que j'étais en surpoids. Puis la manière que c'était mis, là, frôlant l'obésité. Aïe, ouais, En plus, à l'époque, oui, j'étais en surpoids, mais selon moi, je ne frôlais pas l'obésité. Surtout qu'en plus, c'est à cause des médicaments que j'ai pris autant de poids. Fait que je me dis comme... Ouais. C'est parce que j'essaie de m'en sortir, justement, tu sais. Fait que c'est ça. Puis c'était vraiment ce commentaire-là. Je vois pas l'intérêt, dans le fond, de commenter sur le poids d'une personne. Puis en plus d'utiliser, tu sais, d'utiliser les nombres, le poids, tu sais, le nombre, ça, je comprends. C'est médical. Mais d'utiliser un terme comme frôlant l'obésité, je trouve pas que c'est correct parce que je vois pas l'intérêt. Si j'aurais pas eu accès à mon dossier, dans le fond, si j'aurais jamais fait la demande, je l'aurais jamais su. Mais bref, c'est juste ça qui est un peu plate, là. En même temps, tu sais, le dossier médical, il est là pour nous aussi. Tu sais, le contenu du dossier appartient aux personnes qui utilisent les services, en fait, là, tu sais. Fait qu'on on a droit d'avoir accès aux informations, fait que... C'est sûr, mais je pense pas qu'il a pensé que j'allais lire ça, là, probablement, tu sais. Puis aujourd'hui, Alex, comment ça se passe? Ben, dans le fond, j'ai transféré d'hôpital. Puis j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai une très bonne équipe traitante. J'ai mon psychiatre maintenant utilise le nom que je veux, qui est Alex, et utilise aussi les pronoms, etc., que je préfère. Et même la même chose pour la travailleuse sociale, puis ma nutritionniste qui me suit. Donc, ils sont vraiment sympathiques. Puis il y a pas juste du négatif aussi dans le système de santé. C'est juste ça que je voulais dire. Puis dans le fond, c'est à ta demande qu'ils t'ont transféré d'hôpital? Non, malheureusement, c'est pas ma demande parce que la manière que ça fonctionne, dans le fond, c'est par code postal. Donc, j'ai déménagé. Puis c'est là que j'ai pu avoir accès, pas accès, accès à un nouveau médecin, dans le fond. Non, j'ai été transférée. Puis dans le fond, j'ai eu la chance de tomber sur une bonne équipe traitante. Là. Je pense que c'est un peu ça, là, c'est d'avoir de la chance ou non là-dedans. Ouais. Parce que c'est un peu, tu choisis pas, là. OK. Je pense, par exemple, que si ça fonctionne vraiment pas avec un médecin, je pense que tu as le droit de demander de changement de médecin. Oui, on a le droit de choisir l'établissement, en fait, où ce qu'on veut recevoir des services. Puis, tu sais, l'histoire du code postal, c'est pas la première fois que je l'entends. Là, tu sais, il y a ce qu'on appelle la sectorisation dans les services, justement, de se faire dire comme, tu peux pas avoir tel service parce que t'es pas sur le bon territoire, t'as pas le bon code postal. Puis ça, en fait, c'est une pratique qui est illégale là, depuis, si je me trompe pas, depuis 2012, là, mais je suis pas sûre à 100% de l'année. Bon, ici, on aimerait faire une petite correction. C'est pas depuis 2012 que la sectorisation des services a été abolie, mais plutôt depuis octobre 2006, peu après qu'il y a eu une demande d'autorisation d'exercer un recours collectif. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a le libre choix de s'adresser à un établissement, même s'il est situé en dehors de notre secteur, si c'est ça qu'on souhaite. Puis, même si c'est illégal depuis plusieurs années, ben les établissements, ils le font encore, tu sais. Ils refusent encore de donner des services ou bien ils vont insister, mettons, pour que tu ailles dans une installation qui est sur ton territoire, là, tu sais.
alors qu'on a le droit de demander de changer, d'aller dans un... Même si j'habite, mettons, dans Hochelaga, si ça me tente d'aller dans un hôpital qui est complètement à l'autre bout, mettons, dans le nord de l'île ou peu importe, j'ai le droit d'en faire la demande. Je le savais absolument pas, parce que moi, c'est justement ce qu'on me dit, en fait, là. Que c'était par code postal. Fait que moi, j'y croyais parce qu'il y a quand même des gens du système de santé qui disent ça, tu sais, qui travaillent là-dedans. Pourtant, ouais. Fait que, ouais, non, c'est ça. Je le savais vraiment pas. Puis c'est vraiment plate parce que, dans le fond, l'hôpital où je suis rendue est spécialisé en santé mentale. C'est pas juste, c'est comme, c'est pas un hôpital qui a la santé physique et genre, il y a pas juste c'est pas une, tu sais, puis il y a une aile psychiatrique. Là, c'est vraiment juste en santé mentale. Puis je trouve ça vraiment mieux parce qu'on dirait qu'ils savent plus de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là. Que, en tout cas. Qu'est-ce que tu apprécies dans les services que tu as en ce moment? Ben, j'apprécie surtout que, dans le fond, j'ai une très bonne thérapie en ce moment, dans le fond. Puis, chose que j'avais pas accès, dans le fond, à l'autre hôpital, tu sais, comme... Ben, j'ai eu accès à une thérapie, mais c'était pas nécessairement comme la thérapie que j'avais besoin, dans le fond. La thérapie qui est reconnue pour le trouble de personnalité limite, c'est on appelle ça la thérapie dialectique. Puis la thérapie dialectique a été créée vraiment par une personne, par une psychologue, dans le fond, qui elle-même a un trouble de personnalité limite. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun. Puis eux, ils la donnent où je suis en ce moment. Puis ça, c'est le fun. Sinon, mon équipe qui est géniale. Et aussi que avant, on me prenait... Mais ça, j'en ai jamais vraiment parlé, mais on me prenait pas tant au sérieux quand je parlais de mon trouble alimentaire. Alors que là, à le nouvel hôpital où je suis, on me pris très au sérieux et je suis suivie en nutrition, etc. Depuis presque... ça fait à peu près 1 an, je crois, là, que je suis suivie. Donc, tu te sens respecté, écouté, cru, crédible à leurs yeux. C'est comme qui adapte les services à toi, en fait. Oui, à mes besoins. Fait que c'est vraiment cool. Puis, s'il y avait des améliorations à faire, ben il y en a, des améliorations à faire dans le système de santé. D'après toi, ça serait quoi les priorités? Je sais pas à quel point, dans mon cas, moi, ça serait plus par rapport peut-être à l'identité de genre, de peut-être faire, tu sais, comme ça, que ça soit psychologue ou psychiatre ou intervenant ou peu importe, de peut-être suivre une formation par rapport à l'identité de genre. Tu sais, que ça soit... Je trouve que ça serait peut-être important, que les gens s'informent là-dessus. Ou peut-être que ce soit comme inclus dans le cursus à l'école, tu sais, que oui, tout à fait. Dans les cours, mettons, je sais pas, justement, soit en médecine ou en travail social ou, tu sais, dans le fond, toutes les professions où on accompagne des gens, on est là pour aider, tout ça, dans la relation d'aide. Peut-être que ça serait bien d'avoir ces notions-là. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là? Dans le fond, qu'il y a personne de parfait. Que c'est même un médecin qui a fait des années d'études puis qui s'est même spécialisé en psychiatrie. Ils n'ont pas la, comment dire, la connaissance, la vérité ou la connaissance absolue, tu sais. Puis aussi, dans le fond, m'affirmer pour moi-même que, tu sais, dans le fond, que c'est à cette époque-là, tu sais, si j'aurais eu juste un petit peu plus confiance en moi, tu sais, juste tu sais, justement, de pouvoir m'affirmer. Tu sais, aujourd'hui, je suis pas gênée de demander si j'ai besoin de quelque chose, là, tu sais, à mon médecin ou à ma travailleuse sociale ou autre, là. Fait que c'est ça. Ouais, fait que c'est une habileté qui se développe, là. Ouais. Tout à fait. Action autonomie, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Quelqu'un qui a de la misère, justement, à affirmer ses besoins, tout ça, face à un psychiatre ou autre professionnel de la santé, on peut accompagner la personne, tu sais, mettons, se pratiquer là, à un rendez-vous, des choses comme ça, faire un jeu de rôle, etc., pour vraiment comme développer nos habiletés à communiquer de façon affirmative. Pour la deuxième partie de l'épisode, on va maintenant discuter avec Milena, qui travaille au regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. On va parler des enjeux vécus par les personnes de la communauté LGBTQ+, dans le système de santé mentale. Est-ce que les personnes de la diversité sexuelle et de genre sont plus à risque de vivre des difficultés en santé mentale et pourquoi? Et concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux les accueillir dans les ressources publiques et communautaires? On a remarqué dans le podcast que plus de la moitié des jeunes, en fait, qui ont témoigné, s'identifient à la communauté LGBTQ+. Donc, bon, c'est sûr qu'on a 11 ou 12 jeunes là, qui ont témoigné. C'est sûr que c'est un petit échantillon, mais on sait quand même que c'est pas non plus un hasard parce que les personnes LGBTQ+, sont surreprésentées dans les services en santé mentale. Donc, Milena, est-ce que tu pourrais nous expliquer cette réalité-là? Pourquoi les jeunes LGBT sont surreprésentés dans les services en santé mentale?
C'est une grosse question, là. Ouais, mettons, merci là, pour cette question. Je suis pas comme experte là-dedans. J'ai pas comme un doctorat en ça, mais en tant que personne LGBTQ et ayant comme travaillé longuement dans les ressources communautaires, c'est clairement quelque chose que j'ai constaté. Et il y a aussi comme des recherches qui démontrent ça. Et c'est clair, si on pense un peu à ça, c'est assez logique. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, les personnes LGBTQ vivent beaucoup de discrimination, se sentent pas vues, pas validées dans leur expérience et souvent dans leur enfance, vivent des situations de violence, d'exclusion, de toutes ces choses qui clairement qui nous affectent et qui laissent des séquelles. Ouais. Donc, c'est clair que c'est un spectre. Comme il y a des situations qui sont comme plus violentes ou plus traumatiques que d'autres, mais on sait que les populations marginalisées vivent plus de défis vis-à-vis leur santé mentale. C'est assez logique. Tous les humains ont besoin de se sentir qu'ils appartiennent à comme une communauté au monde. Se sentir inclus, là. Ouais. Si on veut vraiment travailler à soutenir les gens, la santé mentale des gens, il faut forcément aussi lutter. Tu sais, on le sait, on connaît, tu sais, comme les déterminants sociaux de la santé, ben c'est clair, on a besoin d'un toit, on a besoin de nourriture, on a besoin de comme... Un revenu. Ouais. Tu sais, toutes ces choses-là. Sans ça, si on parle de santé mentale, c'est comme pas pertinent. Tu sais, on a besoin de ces choses-là avant d'aller vers ça. Donc, en lien avec ça, on a aussi un besoin d'appartenance. Mais on retrouve quand même aussi comme les taux de suicide, si on veut comme... Si on doit aller comme jusque-là pour comme convaincre les gens, les taux de violence et de suicide sont comme vraiment, vraiment plus élevés chez les jeunes LGBTQ. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va juste comme continuer à prétendre que c'est pas le cas? Ou est-ce qu'on va faire quelque chose? Non seulement on remarque que les personnes LGBT+ sont surreprésentées dans les services en santé mentale, mais en plus de ça, dans la communauté, c'est comme si on n'était pas toujours bien reçus. Dans tous les témoignages, dans le fond, les jeunes nous expliquent en quoi leurs droits n'ont pas été respectés, notamment, justement, le fait que leur identité de genre n'était pas respectée, n'était pas prise en considération. Par exemple, une personne qui se faisait constamment mégenrer, ce genre de choses-là, ou bien de constater que les professionnels de la santé n'ont pas d'informations là-dessus ou qu'ils ne savent pas c'est quoi une personne non-binaire, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement, pour améliorer ces services-là, que ce soit dans le réseau ou dans le communautaire? Encore une fois, excuse-moi la longueur de ma question. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Ben, c'est une bonne question et c'est une question comme essentielle. Oui, je pense qu'il y a beaucoup à faire à tous les niveaux. Si on pense juste simplement à l'éducation, à s'intéresser à la question. et si on n'est pas au courant, mais de s'informer, de s'éduquer. C'est aussi important de s'informer auprès de services qui sont comme disponibles dans votre région pour soutenir les jeunes LGBTQ, ou pas nécessairement les jeunes, mais les personnes de tout âge. Et vous pouvez aussi vous informer auprès de ces organismes-là si vous avez des questions spécifiques, si vous êtes mal à l'aise par rapport... C'est correct d'être mal à l'aise, c'est correct de ne pas savoir comment interagir, mais après, ça, c'est notre travail individuel à faire. C'est pas la responsabilité de la personne devant toi de faire ce travail-là d'éducation, c'est à chacun de le faire. Ouais. Donc, ça, c'est au niveau comme individuel, mais au niveau institutionnel, c'est clair qu'on a besoin de formation systématique de tous les professionnels de la santé sur la diversité d'orientation sexuelle et la diversité de genre, les minorités de genre. C'est comme même plus comme une option, c'est comme nécessaire parce que ces jeunes-là qui vivent des défis et qui se font juste comme
traumatisé. Tu sais, on parle toujours que la psychiatrie retraumatise, mais tu sais, comme il y a des niveaux et des niveaux de rétraumatisation, si je peux dire ça. Et je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est de se conscientiser, comme toutes les choses. Il faut sensibiliser les gens, il faut se conscientiser à ça. Donc, oui, formation professionnelle de la santé, mais aussi clairement du milieu communautaire. C'est mieux le milieu communautaire, mais c'est quand même, il y a, surtout dans le milieu francophone, je vais le dire comme ça, tu sais, je suis pas là. Je suis pas là pour vous dire pas les vraies choses. Là, je suis pas capable. Donc, voilà. Dis-nous les vraies choses, Milena. On a vraiment du travail à faire sur le milieu communautaire francophone, sur l'inclusion des personnes non binaires, l'utilisation des pronoms neutres comme Yel, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose... Il y a beaucoup de résistance et malheureusement, c'est les personnes non-binaires, c'est les personnes trans qui portent ça parce qu'ils n'ont pas le choix. On n'a pas le choix parce que pour faire respecter ses droits, ben, il faut exprimer qu'il y a un problème. Ouais, tu veux dire qu'ils portent le fardeau de devoir expliquer, de devoir conscientiser... que ce soit les collègues ou les intervenants, etc. Oui, et de devoir revendiquer. C'est toujours de devoir comme presque prouver que c'est comme quelque chose d'important. Ouais. Et ça ajoute tellement de charge émotionnelle, de charge de stress. Et déjà que, surtout si déjà comme on vit des défis vis-à-vis notre santé mentale, mais donc voilà. Il y a aussi une chose qui est assez facile. Si on a des formulaires d'inscription, par exemple, dans des ressources, ça serait d'inclure pas juste hommes, femmes, mais d'ajouter des cases, mettons. Oui, puis pas juste autres, là, parce que autre, ça fait un peu... je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais... fait autre. Ça fait autre. Ça fait autre. Ça fait... c'est comme pas normal, ouais, tu sais. Ouais. Donc, dans les formulaires, on peut facilement écrire homme, femme, personne non-binaire et autres, avec une ligne, si une personne veut s'identifier comme elle veut. Ouais. Ou j'avais vu à quelque part, c'était... je préfère d'écrire moi-même, 2 petits points. Oui, puis parfait. Comme ça, ben, on peut... Parfait. Oui, tout à fait. Et d'inclure aussi une case qui dit quel pronom vous utilisez. Ouais. Et dans les rencontres Zoom, on peut écrire nos pronoms à côté de notre nom. Et même si on pense que c'est comme logique, entre guillemets, ou comme évident, entre guillemets, vous entendez mes guillemets même. Oui. Sans Moi, les voir. Je les vois, là, mais on les entend aussi. C'est aussi une très facile façon de montrer son allyship, d'être comme allié, de dire et c'est pas juste aux personnes qui utilisent, par exemple, un pronom hors commun qui ont encore ce fardeau-là de dire, de se dévoiler aussi, là. Ouais. Donc, ça, c'est des façons assez faciles, mais de la formation. Il y a Gris Québec qui offre, Gris Montréal qui offre des formations. Il y a... la Coalition des familles LGBT, il me semble aussi. Oui. Il me semble qu'ils ont pas mal de formations aussi. Ils ont beaucoup de formations. Ils sont excellents. Et il y a aussi des formations plus spécialisées que j'avais organisé une quand je travaillais pour le RIPAGE. Donc, est-ce que je me rappelle de cet acronyme-là? Réseau d'intervention en proximité auprès des jeunes de la rue. Oui. Donc, c'est un réseau d'organismes et de cliniques institutionnelles qui travaillent avec des jeunes en situation d'itinérance. Et on avait organisé avec une psychologue qui se spécialise là-dedans. Elle s'appelle Françoise Susset, S-U-S-S-E-T. Et elle a créé une formation spécifique pour nous, spécifique à notre réalité, pour les intervenants de ce milieu-là. Pas juste à comprendre c'est quoi les réalités trans, mais aussi de comment vraiment travailler
le changement organisationnel nécessaire Comment adapter nos pratiques. Là. Pour réellement inclure les personnes pour qu'elles n'ont pas ce fardeau additionnel et que pour qu'on ne retraumatise pas ces personnes-là. Oui, tout à fait. Donc, je vous invite à faire ça dans votre organisme. Aussi, dans l'organisation, on peut mettre des affiches, on peut organiser des événements. Par exemple, un film qui met en évidence comme une des réalités LGBTQ. Ça peut être de participer à des événements de fierté, par exemple, en tant qu'organisation. Donc, en conclusion, je pense que c'est aussi important à réfléchir au fait que les organismes de première ligne, comme des centres de crise ou même à la limite les centres de jour, ces organismes-là travaillent souvent en urgence et comme en réponse à des réalités. Donc, à des besoins urgents. T'sais. Oui, oui. Donc, souvent, ils n'ont pas le temps à vraiment faire creuser. Ça prend du temps et ça prend de l'énergie que, malheureusement, n'existe pas dans le milieu communautaire. Donc, je pense que c'est vraiment important, surtout, je fais l'appel aux organismes de deuxième ligne, si on peut dire, ou comme des organismes qui ont un mandat d'éducation populaire, comme, par exemple, Action Autonomie, comme, par exemple, le regroupement des ressources alternatives, qui ont ce mandat de soutenir, le regroupement surtout, un mandat de soutenir les organismes à remplir leur mission, comprennent le leadership. Ça ne peut pas juste être comme quelques individus parce qu'à un moment donné, ça devient comme trop lourd. Et on a besoin d'alliés et on a besoin de montrer pas juste... c'est pas juste les gens qui parlent peut-être fort comme moi, qui sont queer, tu sais. Il y en a partout, tu sais. Il y a des gens LGBTQ+ partout. Et le plus qu'on s'ouvre, qu'on démontre qu'on est ouvert, le plus qu'on peut vraiment soutenir ces gens qui sont comme extra marginalisés. Donc, c'est à chacun de faire leur part, mais je pense que c'est aussi pour certains organismes de prendre ce leadership-là parce qu'il y a vraiment un manque. Et c'est un appel à l'action. C'est ce qui conclut cet épisode de Plein Notre Casque, un balado d'Action Autonomie. On tient à remercier Alex pour son témoignage, Milena du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec pour l'entrevue et Pablo Roy-Avilan pour le prêt du matériel et la post-production. Dans le prochain épisode, j'allais à l'hôpital en crise de douleur, puis les personnes voyaient dans mon dossier médical que une psychiatre que j'ai rencontrée 15 minutes dans un cégep qui a décidé que j'avais un trouble d'anxiété généralisée, a mis ça dans mon dossier. J'arrive à l'hôpital en douleur intense. Je pensais que j'allais m'évanouir. La personne me dit que c'était juste clairement, c'était juste une crise d'anxiété. Elle m'a donné quelque chose pour calmer mon anxiété puis à me relancer chez moi après 8 heures d'attente en urgence. Ça, c'est un bon exemple de masquage diagnostique.